Donc, bonjour à tous, bienvenue au deuxième webinaire 360 Medix. Aujourd'hui, on va parler Covid encore et sur la gynécologie obstétrique. Le thème de notre session aujourd'hui, c'est donc l'après 11 mai en gynécologie obstétrique. On a la chance aujourd'hui d'avoir trois médecins qui vont répondre à nos questions, à vos questions sur ce sujet. Alors, les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être que sait-on aujourd'hui du virus à date et qu'est-ce qu'on ne sait pas? Quel peut être l'apport du laboratoire dans la gestion post-confinement? Et enfin, quelle nouvelle organisation va-t-on adopter dans les maternités à la suite du Covid? Donc, trois experts pour répondre à ces questions. Le professeur Philippe Desruelles, donc, qui est gynécologue obstétricien et qui exerce aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le professeur Olivier Picon, également gynécologue obstétricien à l'hôpital Louis Mourier à Colombes, et le professeur Christelle Volou-Felous, virologue dont le domaine d'expertise est l'infection virale périnatale. Donc pour les auditeurs, on a préparé un ensemble de thèmes qu'on va aborder, mais l'idée c'est que vous puissiez aussi interagir sur le chat pour poser vos questions. Parmi les auditeurs, on a la présence de l'AGOF, donc l'Association des internes en gynécologie, et en particulier sa présidente, Océane Pêcheux, à qui on va permettre aussi également de poser toutes les questions que les internes ont sur ces sujets. Je vais tout de suite demander à nos intervenants de se présenter rapidement avant de commencer notre intervention. Donc, à vous la parole, Philippe, professeur Desruelles. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Je suis très heureux d'être là pour ce webinaire. Allô? On m'a entendu ou pas? On a un problème de son. On a un de son avec le prof Philippe Desruelles. Professeur Desruelles, vous nous entendez? Oui, super. Vous m'entendez pas? Non, on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous pouvez vous représenter? Enchaînez. Vous m'entendez là? Là, c'est Ouais. bon. Ouais. Petit problème de micro. Donc, je disais, je suis professeur de gynécologie obstétrique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et rapidement, merci beaucoup à 360 Medix d'organiser ce webinaire. Professeur Picon? Et bonjour, donc moi je suis professeur de gynécologie obstétrique aussi à l'hôpital Louis Mourier, donc Université de Paris, je suis également président de la Fédération française des centres de diagnostic prénatal et depuis très très longtemps avec Christelle on forme un duo sur tout ce qui est infectiologie périnatale. Petite pub pour le DU qu'on a créé il y a plus de 10 ans maintenant pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a des internes, il y a un DU d'infectiologie périnatale. Contactez-nous pour vous inscrire, il n'y a pas de mémoire à faire. Merci beaucoup. Et professeur Volou-Felous? Oui, bonjour. Donc moi, je suis virologue, donc au groupe hospitalier Paris-Saclay, donc dans le sud de Paris. Et voilà, je m'intéresse à tout ce qui est virus et grossesse et périnatalité. Merci beaucoup. Et pour ma part, je suis Claire Chevalon, responsable marketing de 360 Medix. Et on va pouvoir commencer notre session. Et je vais tout de suite donner la parole au professeur Desruelles pour introduire ce sujet, donc qui est l'après 11 mai. Que va-t-il se passer en gynécologie obstétrique? Ah, c'est moi qui commence? Ah, je pensais que je terminais. Mais c'est pas grave. Ouais. L'idée, c'est juste d'introduire rapidement le sujet. Oui, donc en fait, c'est vrai qu'on a fait pas mal de webinars et pas mal d'interventions dès le début de la crise. Et aujourd'hui, on voit bien que
on est à un moment charnière où on va devoir vivre avec ce virus. Christelle et Olivier vont nous présenter ce qu'on sait aujourd'hui de ce virus parce que en quelques semaines, on a énormément appris. Il y a eu beaucoup de fake news et peu à peu, on s'est fait notre propre idée. Il y a beaucoup d'informations qui sont venues de Chine et on s'est aperçu que quand ça se passait en Europe, les choses étaient un peu différentes. Finalement. Et donc, il y aura d'abord un temps où Christelle et Olivier vont nous présenter, Christelle, le virus et Olivier, la gynécologie obstétrique et principalement l'obstétrique. Et puis moi, je vous ferai, j'essaierai de deviner un peu ce que les choses vont être dans les semaines qui viennent, même si ça n'est pas très, très facile. Ok, super, merci beaucoup. On peut commencer avec le premier intervenant. Donc, Christelle, si vous voulez prendre la parole. Alors, est-ce que vous voyez mes... pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui. On les voit très bien. Super. Donc, moi, je suis virologue, je travaille dans un laboratoire. Donc, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu du virus, mais maintenant, tout le monde le connaît relativement bien. C'est surtout les outils diagnostiques et pareil, toutes les infos un peu contradictoires qui sortent dans la presse ce matin, midi, soir. Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser dans les semaines qui viennent pour identifier les personnes à risque, les personnes immunisées et celles qui sont malades? Donc voilà, le virus, rien d'exceptionnel. Hein. Les coronavirus, on les connaît depuis très longtemps. Ce sont des virus qui ont une grande capacité adaptative. Donc on a déjà eu le SARS-1, on a eu le MERS, maintenant on a le SARS-2 et il y en aura d'autres. Donc voilà, rien de bien nouveau. C'est une famille virale qui est très bien connue, en particulier des vétérinaires. Et je vous disais, c'est une grande plasticité du génome viral. Hein. On commence à détecter plusieurs souches virales chez un même patient, donc qui mutent relativement vite. Pour l'instant, ça ne nous inquiète pas du point de vue, je vais répondre tout de suite à la question du point de vue de l'immunité ou de mise au point d'un vaccin. Ce ne sont pas des mutations sur des zones neutralisantes ou sur des zones très exposées du virus, mais voilà, malgré tout, c'est un virus assez souple, assez plastique, et voilà, qui voyage allègrement d'espèce en espèce. La transmission, vous le savez, c'est les fameuses gouttelettes, sachant qu'une gouttelette, qu'on soit bien clair, une gouttelette, c'est quand même quelque chose qui peut rester en suspension près d'une heure. Donc, vous pouvez tout à fait passer dans un couloir une heure après quelqu'un qui a toussé dans le couloir et vous vous retrouvez infecté. Donc, les fameuses 15 minutes de conversation à moins d'1 mètre de distance, enfin voilà, tout ça, c'est un petit peu... c'était la théorie un peu au départ, mais enfin, on s'est aperçu que c'était quand même beaucoup plus contagieux que ça. Et puis, l'autre porte d'entrée, qui est sans doute aussi très importante en milieu hospitalier, c'est tout ce qui est manuporté. Hein, la résistance du virus sur les surfaces inertes, c'est sans doute pas très long, de l'ordre de quelques heures. En revanche, sur les mains, dans les draps, ça peut être plus long. Ça, c'était juste pour vous rappeler, c'est un schéma que vous avez déjà vu hein, il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années même. C'est le SARS-1, hein, c'est ce qui démontrait le patient de la chambre 911 qui avait contaminé un certain nombre de personnes au même étage de l'hôtel et dont on avait fait la preuve d'une part du rôle de la clim, de la ventilation, et d'autre part l'importance de la contagiosité de ces virus et du fait que les particules restent en suspension dans les gouttelettes parce qu'il y a près de la moitié des gens qui étaient tombés malades qui n'avaient jamais croisé le patient zéro. Ils étaient passés dans le couloir, ils avaient pris l'ascenseur, mais ils ne l'avaient jamais physiquement croisé. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit quand il s'agit de laisser un peu tomber les mesures barrières parce qu'il va commencer à faire chaud, ça va devenir pénible, les visières, les masques, etc. Pour autant, on ne doit se déshabiller que dans des zones où on est parfaitement sûr qu'aucun malade n'a circulé. Voilà, je ne reviens pas sur les signes cliniques. Et donc, les outils de diagnostic virologique, donc il y a deux axes. Il y a bien sûr les prélèvements pour PCR, qui sont préférentiellement faits à partir de prélèvements nasopharyngés. Hein. Donc, dans nasopharyngé, il y a pharynx. Hein. On en reçoit encore trop de prélèvements pas suffisamment profonds. On n'est pas allé grappouiller jusqu'au pharynx.
On peut également chercher le virus dans les selles, dans le LCR ou dans d'autres types de prélèvements. Ça ne pose pas de soucis particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on a en première intention? Ce qu'on aurait aimé la proposer, c'est des tests rapides antigéniques. C'est-à-dire que la PCR, je vais y revenir, ça prend quand même un peu de temps, il faut un labo spécialisé. Et il existe des tests antigéniques qu'on pourrait tenter d'utiliser. C'est les doctor's tests qu'on connaît pour le strep-A, pour le VIH, etc. Enfin, le strep-A, c'est le VIH, c'est une sérologie, pardon, mais là, c'est vraiment une détection antigénique. Et à partir d'un échantillon nasal ou nasopharyngé, voilà, on dilue un peu, on trempe une petite bandelette et normalement, ça nous indique si le patient a une infection active. Ce n'est pas une sérologie, c'est vraiment une détection de l'antigène viral. Et ça donne une réponse en moins de 30 minutes. Et c'est tout à fait des dispositifs qu'on pourrait voir dans les services d'urgence. Pour l'instant, mauvaise nouvelle, les tests qui sont disponibles ne sont pas assez performants. Et il y a une grande influence des milieux de transport. Et donc, si vous n'avez pas le bon milieu de transport dans votre hôpital, ça peut tout à fait ne pas marcher du tout. Donc, on reste à l'affût parce que probablement vont sortir des tests plus performants. Et pour l'instant, ceux qui sont disponibles ne le sont pas. Donc, à ne pas utiliser. Ce que vous avez tous utilisé, enfin en tout cas prescrit, c'est la PCR, dont on vous dit également qu'elle n'a pas une sensibilité optimale par rapport à d'autres indications de la PCR. Bon, elle a une spécificité qui est maximale, ça ne pose pas de problème, une sensibilité qui est de l'ordre de 80%. Alors pourquoi 80%? Il y a deux raisons. La première raison, c'est probablement encore un certain nombre de personnes qui ne prélèvent pas très bien, qui ne vont pas suffisamment loin ou qui ne tournent pas suffisamment les couvillons au niveau du pharynx et donc ne ramènent pas assez de cellules contenant du virus. L'autre raison, c'est dans la physiopathologie du virus, c'est qu'il y a des patients qui d'emblée vont faire des infections respiratoires basses et donc le virus n'est vraiment plus présent dans le nez, mais dans des prélèvements plus profonds qu'on ne fait pas a priori. Et donc c'est même plutôt une mauvaise nouvelle en général quand un patient qui a un tableau clinique caractéristique de Covid a une PCR négative si le prélèvement a été bien fait. C'est ces patients-là qu'on a retrouvés assez vite en réanimation ou en tout cas intubés. Donc l'intérêt de cette PCR, bien sûr, elle est automatisable, elle est rapide. Aujourd'hui, on nous a demandé une montée en charge colossale de nos capacités de PCR. Donc on est très très loin de la saturation comme on l'a été au début, surtout dans les hôpitaux. Et on a une capacité actuellement qui est bien supérieure à la demande qu'il y a eu au mois de mars. C'est-à-dire qu'on est prêt pour la seconde vague et se sont développées en parallèle des plateformes sur des sites hors virologiques et dans le privé qui permettent également d'avoir recours à la PCR maintenant partout sur le territoire. Il reste deux problèmes. Pas un problème, parce que le problème du remboursement est réglé, donc c'est à la nomenclature. Ça va être le délai de rendu en fonction de votre région et en fonction du laboratoire auquel vous faites appel. Attention, renseignez-vous bien des délais, parce qu'il y a des laboratoires qui vont vous rendre un résultat une semaine après. Donc, sachant qu'une PCR, ça prend 3 heures, voilà, il y a peut-être moyen, en s'adressant au CHU ou à une autre plateforme, d'avoir un résultat plus rapidement. Alors, ce dont on a énormément parlé et dit surtout beaucoup de conneries, c'est cette fameuse sérologie. On est infecté, on produit des anticorps. Tout ça, c'est extrêmement classique. Maintenant, comment va-t-on détecter ces anticorps? A-t-on les outils pour les détecter de façon fiable? Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire avoir des anticorps? Est-ce que ça veut dire que je suis protégé? Est-ce que ça veut dire que je peux me retrouver exposé? Est-ce que je peux être réinfecté? Voilà. Donc, on va essayer de commencer à répondre à ces questions. Alors, il y a deux types de sérologie disponibles. Il y a les tests rapides, donc je vous ai pris les photos là, de quelques tests rapides qu'on a pu évaluer au laboratoire, donc qui sont validés sur sérum ou sur sang total, mais attention, qui n'ont été évalués que sur sérum parce qu'en fait, ils sont évalués dans les laboratoires et non pas dans les services d'urgence. Donc, les performances peuvent être un peu différentes entre ce que nous, on va sortir du laboratoire et la réalité. La lecture, c'est 15 minutes. La difficulté, c'est qu'il y a énormément de kits sur le marché. Aujourd'hui, vous pouvez vous procurer plus de 50 marques différentes de ces réactifs. Et on va voir leur performance dans une minute. Voilà.
Donc j'ai volontairement masqué les noms parce que c'est des résultats qui sont encore en cours d'évaluation, donc c'est des résultats partiels. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que le CNR et l'HAS ont émis des recommandations de performance pour ces réactifs qui doivent au moins atteindre 98% de spécificité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés vous rendre un positif alors que c'est quelqu'un qui est négatif. Donc on ne tolérera pas plus de 2% de faux poses, c'est ça que ça veut dire. Et une sensibilité d'au moins 90-95%, bon, sans préciser le délai. Donc ça, c'est un petit peu compliqué de travailler avec des données comme ça, mais bon, bref. Et vous voyez que là, vous avez presque une vingtaine donc, de TROD, c'est-à-dire de tests rapides d'orientation diagnostique qui ont été évalués sur l'assistance publique. Il n'y en a que 3 qui passent la barre, difficilement pour certains, mais enfin, il n'y en a que 3 qui sont validés sur la vingtaine. Donc, vous voyez le nombre de déchets et le nombre de tests qu'il ne faudrait absolument pas utiliser. Et puis, il y a les tests ELISA. Ça, c'est sur les automates qu'on a classiquement dans les laboratoires. Ceux-là, ils sortent à peine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'évaluation pour l'instant. Il semble que les performances soient assez semblables aux tests rapides, ce qui m'étonne qu'à moitié, parce qu'il faut savoir quand même que pour développer un test sérologique, une firme, en moyenne, met 12 à 18 mois. Donc là, ils ont sorti des trucs en moins de 2 mois, donc forcément, ce n'est pas non plus optimal. Ça va s'améliorer avec le temps. Ce n'est pas parce que je vous dis que c'est mauvais aujourd'hui que ce sera mauvais cet été, mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas topissime. On fait avec ce qu'on a. Alors, il faut être bien conscient que, d'une part, une personne, qu'elle soit symptomatique ou pas, à partir du moment où elle est infectée, on montre très clairement qu'on va détecter du virus pendant au moins 2 semaines après le début de l'infection et jusqu'à 4 semaines après le début de l'infection, alors même que ce patient peut avoir été soit tout à fait asymptomatique, soit avoir guéri en 1 semaine ou 2, mais complètement. Alors qu'on peut excréter du virus pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, alors qu'on est totalement guéri. Et qu'à côté de ça, vous voyez qu'à J7 post-infection, on a à peu près 50% des gens qui auront fait des anticorps. Et à J10, J12, presque 100% des patients ou des personnes infectées ont des anticorps détectables. Donc, soyons très clairs, que la présence d'anticorps, ça ne s'accompagne pas d'une élimination immédiate du virus. Ça ne suffit donc pas à elle seule à éliminer le virus, il y a d'autres mécanismes pour ça. Mais que détecter quelqu'un positif en anticorps, c'est absolument pas conclure que c'est quelqu'un qui est guéri et qui n'est plus contagieux. Alors, cette production d'anticorps, elle est plus rapide chez les patients symptomatiques, mais ça, ce n'est pas propre au SARS, c'est pour toutes les infections. Notre production d'anticorps, elle est proportionnelle à, entre autres, à la charge virale avec laquelle on a été infecté et à la sévérité des symptômes. Donc, le pic de séroconversion, il va être un peu plus précoce chez les patients symptomatiques, un peu décalé pour les autres. Et ce qu'on voit, c'est que la réponse immunitaire est plus importante chez les patients plutôt plus âgés, plus de 40 ans, et ceux qui ont été donc symptomatiques. Alors, ce qui nous intéresse, très clairement les anticorps, c'est bien. Ce qui nous intéresse, c'est les anticorps neutralisants. L'anticorps neutralisant, c'est celui qui va être capable d'empêcher une réinfection symptomatique. Pour vous donner un exemple, dans l'infection à VIH, les malades produisent des anticorps, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic, on est tous d'accord que ces anticorps ne sont pas neutralisants et qu'ils ne suffisent ni à guérir, ni à se réinfecter. D'accord ? Alors, et puis il y a par ailleurs un certain nombre d'infections virales pour lesquelles il y a des anticorps neutralisants, et celui que vous connaissez mieux, c'est l'anticorps anti-HBs de l'hépatite B. Okay ? Alors, est-ce qu'on produit des anticorps neutralisants contre le SARS ? Oui. C'est un tout petit peu décalé par rapport à la production d'anticorps totaux. C'est à partir de 7 jours après l'infection. À nouveau, c'est plutôt chez les patients plus âgés, plus symptomatiques. Ce qui est intéressant, c'est que ce niveau d'anticorps, ce titre d'anticorps neutralisant, il est corrélé au titre total d'IgG. Donc nous, les tests qu'on propose actuellement ne sont pas du tout des tests qui cherchent les anticorps neutralisants. Ce sont des tests qui cherchent tous les anticorps. Mais ce qu'on a montré, c'est que la proportion d'anticorps neutralisants, elle est proportionnelle au titre d'IgG. D'accord ? Donc on sait que là-dedans, à chaque fois, il y a une certaine proportion d'anticorps neutralisants. Maintenant, quant à savoir si cette immunité sera suffisamment protectrice pour les mois et les années à venir, ça, on ne va pas pouvoir le prédire en regardant une boule de cristal. Il va falloir attendre et voir si des gens sont capables ou pas de faire des réinfections symptomatiques, de faire des réinfections symptomatiques graves,
Et ça, il n'y a qu'avec le recul qu'on le saura. C'est une question à laquelle personne ne peut répondre honnêtement aujourd'hui. On ne peut que faire des analogies par rapport aux autres coronas, où on voit que, en tout cas, la réponse immunitaire avec anticorps neutralisants, elle persiste au moins 2 ans. Donc, on est assez rassuré sur le fait qu'on va être protégé au moins 1 ou 2 saisons. Alors, quelles sont les indications de la sérologie? Alors, on distingue les 2 sérologies. La sérologie faite au laboratoire sur une machine, c'est ce qu'on appelle l'ELISA. Cette sérologie, elle est indiquée dans le diagnostic initial d'un patient dont la PCR est négative. Dans le diagnostic de rattrapage, si les signes datent de plus d'1 semaine, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Avant 1 semaine, il n'y a pas d'anticorps, donc ça ne sert à rien de faire la sérologie. Si le malade se présente avec des signes qui datent d'hier, ce n'est pas la peine de sortir la sérologie, même si la PCR est négative. Et puis, le diagnostic étiologique à distance chez des patients qui n'auraient pas fait l'objet d'une PCR. Sont également candidats donc, à la sérologie les professionnels soignants non symptomatiques exposés, donc je pense que ça représente à peu près 100% du personnel soignant, tous les personnels des centres d'hébergement collectif type EHPAD, des centres d'accueil, les personnels et résidents des prisons, casernes, résidences universitaires, internats, donc tout ce qui est des résidences où il y a beaucoup de passages et beaucoup de monde. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là, il est indiqué éventuellement de leur faire une sérologie. Alors maintenant, les TROD, ces fameux tests rapides sur lesquels on fantasme tous, parce que voilà, c'est rapide, c'est génial, ça coûte pas cher. Bon, alors, ça coûte pas cher, c'est pas si vrai que ça, mais aujourd'hui, les firmes font beaucoup de cadeaux, donc c'est un peu compliqué. L'OMS est encore sur la position de la semaine dernière qui dit que ces kits sont uniquement réservés à l'usage de recherche, c'est un research use only. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les utiliser pour faire du diagnostic ou pour prendre des décisions de prise en charge de patients. Bon, on va évoluer un peu par rapport à ça, parce que c'est une reco qui date d'il y a 15 jours quand même déjà. Et donc, avec les résultats qu'on a obtenus depuis, on est assez clair pour dire que soyez bien sensibilisés au fait que si vous utilisez ces tests, ils n'ont de valeur que si le résultat est positif et qu'on peut envisager leur positionnement. Alors, aux urgences pédiatriques avec notamment ces enfants qui se présentent maintenant avec des tableaux de vascularite un peu atypiques, de savoir s'il y a eu un contact avec le Covid. Dans les services d'urgence, dans les pharmacies de ville, voilà, tout ça c'est à discuter en fonction de la disponibilité d'une sérologie ELISA de laboratoire. Et si elle n'est pas disponible, évidemment, il faut se contenter de ce qu'on a. Encore une fois, vous avez vu, si on choisit les bons TROD, ils ont des performances équivalentes au test ELISA. Et puis, ils n'ont de valeur, je le répète, que si le résultat est positif. C'est important de garder ça en tête. Alors, la sérologie, elle n'est pas recommandée, évidemment, dans le cadre du diagnostic précoce. Je vous l'ai dit, on ne cherche pas spécifiquement les anticorps neutralisants, on cherche les anticorps totaux. Et surtout, très important, ça ne vous permettra pas de statuer si la personne est contagieuse ou pas. Donc, ce n'est pas du tout par rapport à un résultat de sérologie que vous allez laisser tomber les mesures barrières. Les mesures barrières, elles sont à utiliser avec tous les patients et conformément à tout ce qui a été décrit jusqu'à présent, on ne change rien, que la patiente soit séropositive ou pas. Les cas particuliers d'indication de la biologie, il y a actuellement des recommandations sur la chirurgie programmée dite à haut risque, où on va demander une PCR 24 heures avant l'hospitalisation des malades, même s'il n'y a pas de signes cliniques, pour savoir un petit peu après s'il y a réanimation, si on va les orienter vers des unités Covid ou pas Covid. Et je sais que bien que la césarienne ne soit pas forcément considérée comme une chirurgie à haut risque, la césarienne programmée dans certains centres fait d'ores et déjà l'objet d'une PCR la veille chez les patients. Les femmes enceintes, le diagnostic PCR, comme pour tous les autres, il est indiqué lorsqu'elles présentent des symptômes typiques ou qu'elle a été exposée. Et on pourra utiliser la sérologie, comme pour tous les autres patients, en diagnostic de rattrapage, soit parce que la PCR n'a pas été réalisée, ou parce qu'elle était négative. Mais, je le rappelle, il faut qu'il y ait eu au moins 7 jours depuis le début des signes cliniques. Donc voilà, donc les données scientifiques, les publications, elles sont nombreuses, il y en a 15 par jour, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles on ne pourra répondre qu'avec le recul, et ce recul, on ne l'a pas encore, donc il faut aussi être raisonnable. La persistance des anticorps, la persistance du pouvoir neutralisant, c'est des questions auxquelles on ne pourra pas répondre avant plusieurs mois
voire plusieurs années. Et donc, en attendant, il faut rester prudent. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais maintenant faire intervenir rapidement Océane de Lagoff. Je crois que les internes avaient des questions à ce sujet-là. Est-ce que… Voilà, super. Oui, merci professeur Volou, c'était très clair et vous avez déjà répondu à plusieurs questions qu'on avait reçues. Néanmoins, j'en ai conservé 3, c'est rapide. Vous avez parlé d'une différence pour le taux d'anticorps après 40 ans. On s'était demandé aussi justement s'il y avait des différences spécifiques à la grossesse ou pas, ou Non. si ça n'a pas été recherché. Pour l'instant, ça n'a pas été exploré. D'accord, très bien. Et vous avez parlé des sérologies pour les soignants. Est-ce que du coup ça va être organisé, et si oui, quand? À partir de quand ça peut être intéressant qu'on la fasse? Alors, les virologues sont tous d'accord pour dire qu'il serait quand même bénéfique que tous les soignants soient testés avant le 11 mai. En tout cas, parce qu'on prévoit quand même, on ne sait pas si ce sera une vaguelette ou un tsunami, ça on n'est pas bien sûr, mais il y aura forcément un retour de bâton. Et donc, il sera intéressant quand même, malgré tout, de positionner des gens séropositifs dans les unités Covid et de préserver les séronégatifs dans les unités non Covid. Donc après, c'est hôpital par hôpital. Donc ceux qui exercent en libéral, vous pouvez tout à fait vous auto-prescrire, vous faire prescrire une sérologie, elle sera faite, voilà. Et après, dans les hôpitaux, normalement, c'est organisé hôpital par hôpital pour que l'ensemble du personnel, mais pas que le personnel soignant, après d'autres, je sais que nous, sur le GH, on va tester les jardiniers, les informaticiens, etc., parce que tout le monde aussi a besoin de savoir un peu où est-ce qu'il en est. Et au cours de cette première vague, on a tous été exposés, ne serait-ce qu'en venant au travail. Et donc, on a besoin de savoir. Donc, en tout cas, les labos sont prêts pour absorber toutes les sérologies des personnels soignants, mais tous les personnels des institutions, des prisons, les gendarmes, tous les gens qui ont dû sortir depuis le début du confinement. D'accord. Et est-ce que vous savez si les anticorps contre le coronavirus passent dans le lait maternel? Et si oui, s'ils sont protecteurs? Non, c'est des choses qu'on va regarder, mais qui n'ont pas été explorées de façon convaincante pour l'instant. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup Océane. Donc, je vais tout de suite donner la parole au professeur Picon. Alors, je suis en train de faire le partage d'écran. Check. Alors, tac. Alors, check. Alors, j'ai un problème. Voilà. Est-ce que vous voyez la diapositive en plein écran? Non. Je vois mon nom en grand écran. Voilà, c'est bon. Voilà, oui, c'est fait un petit peu. Je vous remercie de me donner la parole. Et c'est toujours une discussion intéressante, en plus assez interactif avec nos camarades qui sont en ligne. On voit les questions défiler. Donc, effectivement, il y a des questions que j'ai vues passer pour lesquelles on va essayer de répondre en sachant qu'on ne sait pas tout. Et c'est un peu ce que je vais présenter dans ce diaporama. Donc, Christelle a bien présenté le virus qui nous descend de la chauve-souris et du pangolin, donc je n'y reviendrai pas. Elle a bien parlé de la transmission par les gouttelettes, ce qui est vraiment extrêmement important. Alors, si on veut parler d'un point de vue strictement clinique, ce qui est intéressant quand on regarde, c'est une des premières revues de la littérature, parce que non seulement il y a des articles qui sortent, mais il y a des revues de la littérature qui sortent tous les jours ou toutes les semaines avec des revues de revues, ce qui est un petit peu difficile à suivre. Et finalement, il y a quelques données qui sont assez intéressantes. Et souvenez-vous ce qui se passait il y a 2 mois. Il y a 2 mois, c'était la fièvre. Et en fait, on s'aperçoit dans cette revue de la littérature que finalement, la fièvre a été présente chez 70% des patients et qu'il y avait un nombre important de patientes qui avaient une toux ou une dyspnée, des troubles digestifs avec des diarrhées. C'est vraiment important. Je sais que Christelle y est assez attachée. Et vous remarquerez que dans ces premières publications sur 108 grossesses, il n'y a aucune notion, par exemple, d'anosmie ou d'agueusie.
au point de vue laboratoire, il y avait d'emblée une description des lymphopénies d'une CRP un petit peu élevée. Évidemment, la PCR était tout le temps positive, c'était le critère d'inclusion des études. Voilà. Et quand on reprend un petit peu les cas qu'on a eus, nous, à Louis Mourier, eh bien, on s'aperçoit que le principal signe qui ont amené au diagnostic, c'est une toux devant la fièvre, les troubles respiratoires, et puis l'apnée, et puis quelques troubles digestifs. Alors, ce qui est important à préciser quand je parle de Louis Mourier, c'est que toutes les patientes qui étaient suspectes ont été testées, ce qui n'était pas le cas dans tous les hôpitaux. Dans certains hôpitaux, c'était seulement les cas les plus graves qui étaient testés, donc ça peut biaiser les signes cliniques qui sont décrits. Ce qui est intéressant aussi à connaître, et je reviens un petit peu sur la virologie, c'est la persistance du virus sur les surfaces ou sur les tissus, c'est-à-dire dans les aérosols, le cuivre, le plastique, le carton, l'acier inoxydable. Et vous voyez qu'il y a des persistances avec des demi-vies qui peuvent être de plusieurs heures, comme l'a dit Christelle. Et là, je voudrais insister sur un point pour les non-biologistes, parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et que Christelle m'a bien expliqué, c'est que la PCR positive ne veut pas dire qu'il y a du virus infectant. PCR positif, c'est-à-dire que dans l'occurrence, on trouve de l'ARN du virus, mais ça peut être de l'ARN de cadavre de virus, ce n'est pas forcément du virus actif qui se réplique et qui est infectant. Donc ça, c'est vraiment important quand vous lisez la littérature de faire cette différence-là. Et sur l'excrétion virale, là, je vous ai mis cette diapositive parce qu'elle est assez intéressante, mais il y a d'autres données. Et vous avez en rouge des cas graves et en bleu des cas pas graves. Et vous avez la durée d'excrétion du virus que l'on retrouve soit dans les aspirations d'eau réelle, soit dans la salive. Et vous voyez que ça chute au cours du temps. Et vous voyez que dans cette publication, même si c'est le petit cas, eh bien, il y a une vraie chute du nombre de cas au bout de 25 jours. Et il y a du virus qui a été retrouvé jusqu'à, effectivement, comme l'a dit Christelle, jusqu'à 45 jours. Donc, ce qui montre que même si la présence du virus décroît au cours du temps, elle peut rester assez présente, mais ce n'est pas parce qu'elle est présente qu'elle est forcément infectante. Ce qui était intéressant dans cet article aussi, c'était, même si c'était des petits effectifs, de dire qu'au début de la maladie, donc au prélèvement initial, les charges virales étaient globalement identiques et entre les cas graves et les cas modérés. Et au moment du pic, c'est-à-dire le moment où la charge virale était le plus élevée, puisqu'il y a des endroits où ils ont fait des monitorings avec des charges virales répétées, il n'y avait pas non plus de différence de la médiane. Donc la charge virale n'était pas un facteur pronostic particulier. Peut-être que Christelle y reviendra après. Ce qui est intéressant, c'est sur le diagnostic et pas sur le pronostic. En plus, on sait que la quantification peut varier en fonction des techniques. Là, c'était pour illustrer ce que disait Christelle sur l'apparition des anticorps. Moi, j'aime beaucoup ces diapositives parce que c'est plein de couleurs, même si je ne comprends pas tout, il faut être immuno pour tout comprendre. Et moi, ce que je comprends, c'est que vous voyez que selon la technique qui est utilisée, l'apparition des anticorps peut arriver à des délais très variables. Vous voyez qu'il y a des anticorps qui arrivent à J8 et d'autres qui arrivent beaucoup plus tard à J10. Et donc, c'est pour ça que finalement, quand on dit qu'il faut faire une sérologie, il faut faire une sérologie, il faut faire une sérologie, comme l'a dit Christelle, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la technique qui va être utilisée, quelle est la fiabilité de cette technique pour pouvoir l'interpréter correctement. Il ne suffit pas de dire qu'il y a des IgG, il faut vraiment voir un petit peu dans le contexte. Ce qui était assez amusant dans les données, et notamment ce qu'on avait à Louis Mourier, mais je sais que c'est pareil dans tous les hôpitaux, c'est l'effet positif du confinement. Vous voyez que le confinement a été décrété le 16 mars, et la majorité des cas que nous avons eu à Louis Mourier ont été entre le 15 et le 30 mars, dans les 15 jours qui ont suivi. Et après, il y a eu une chute brutale des cas. Donc, il y en a encore un petit peu, mais beaucoup moins que ce qu'il y a eu dans les 15 premiers jours. Donc, ça doit nous renforcer dans l'idée que les mesures barrières, l'isolement, le confinement sont vraiment un élément important pour juguler l'infection d'un point de vue épidémiologique. Et il faut vraiment insister là-dessus. Et je n'aime pas beaucoup quand on dit que le 11 mai, on est déconfiné. Le 11 mai, il y a un changement du confinement, mais il ne faut pas parler de déconfinement parce que sinon, on va droit à la catastrophe. Alors ça, j'ai pris cet article, ce chapitre, ce dessin d'un article d'Alexandre Vivanti à Béclair qui a repris les cas de plusieurs maternités de niveau 3, Béclair, Évry, Bicêtre et donc Louis Mourier. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, sur les 240 patientes suspectes, il y en avait 42% qui étaient positives. Alors quand on s'éloigne du pic épidémique, je pense que le pourcentage va peut-être diminuer un petit peu. Et finalement, on a parlé dans les premiers cas avec Philippe de l'importance du suivi lorsqu'on a le diagnostic parce qu'il peut y avoir des aggravations secondaires. On s'aperçoit qu'effectivement, parmi celles qui étaient d'abord suivies en ambulatoire, il y en a quand même un certain nombre qui ont dû être hospitalisées secondairement. Et parmi celles qui étaient hospitalisées, il y en a quelques-unes qui ont été
ensuite transférée en soins intensifs. Donc, quand on fait un diagnostic, la patiente rentre chez elle, le message, c'est vraiment le contact. Donc, il y a l'application de l'assistance publique qui existe, mais il y a aussi le simple téléphoner à la patiente tous les jours ou tous les 2 jours pour vérifier qu'il n'y a pas d'aggravation et la faire revenir aux urgences. On s'aperçoit que les gens ont peur de venir à l'hôpital. Il faut leur dire que dans ce cas-là, il faut revenir. Et la dyspnée, la difficulté respiratoire est vraiment un élément fondamental. Donc ça, c'est aussi tiré de l'article de Alexandre Vivanti qui est soumis. Donc les critères d'inclusion, c'était après 14 semaines d'aménorrhée. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans la partie basse de l'écran, c'est que la fièvre a été retrouvée chez 62% des patients, et la toux chez 80%, la dyspnée chez 30%, et puis l'anosmie chez 16% des patients. Donc vous voyez que dire il n'y a pas de fièvre, c'est pas ça, et se mettre avec un thermomètre à l'entrée de tous les centres en disant je laisse rentrer ceux qui n'ont pas de fièvre, eh bien c'est pas forcément quelque chose qui est forcément très pertinent. Là, il y a une comparaison qui a été faite sur les patients qui étaient hospitalisés en soins intensifs versus pas soins intensifs. Et la différence majeure qu'il y a entre les deux, c'est le BMI, c'est-à-dire que le facteur de gravité qu'on connaît en population générale, on le retrouve chez les femmes enceintes avec le BMI comme facteur de risque important. Dans cette publication d'une centaine de patientes, dans cette série-là, il n'y a pas de mort maternelle, il n'y a pas de mort in utero. Il y a parfois une prématurité induite par la gravité de l'état maternel, mais ce n'est pas une série qui nous permet de dire avec force que c'est plus grave chez la femme enceinte. Il y a beaucoup d'infections qui sont plus graves chez la femme enceinte. La grippe est plus grave chez la femme enceinte. Il y a plein de maladies comme ça. Là, on a peur que ce soit plus grave chez la femme enceinte. On n'a pas encore d'argument fort pour le démontrer, mais il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et ça, c'est juste pour vous montrer donc, la plus grosse série française. Donc, c'est le groupe de recherche en obstétrique en gynécologie avec Gilles Caillam en premier auteur, qui a repris 617 cas de femmes enceintes infectées en France après 14 semaines d'aménorrhée. Pour vous donner un petit peu des chiffres, il y a 35 sur 600 qui étaient donc dans des soins critiques. Et donc, il a été décrit effectivement quelques fausses couches, mais ce n'est pas l'étude qui permet de dire le risque relatif par rapport à être non infecté. Un élément qui est intéressant, qui va répondre à une question qui a été posée dans le fil de questions, c'est celui de la transmission materne-fœtale. Pour qu'il y ait une transmission materne-fœtale, théoriquement, il faut qu'il y ait quand même au moins une virémie. Donc, est-ce qu'il y a une virémie? Est-ce qu'il y a du virus dans le sang chez les femmes enceintes infectées? D'abord, il y a des études qui montrent que la virémie, elle est rare. 1 à 15% des patients ont du virus qui circule dans le sang. Pour la grippe, c'est tout à fait exceptionnel, voire on peut dire qu'il n'y en a pas, c'est purement respiratoire. Là, dans le Covid, il peut y avoir un petit peu de virémie, même si c'est très rare. Peut-être qu'avec l'amélioration des techniques, on en trouvera un petit peu plus que ce qu'on trouvait. Vous voyez que dans cette publication de Chan, il y avait 1% des gens qui avaient une virémie, c'est probablement un petit peu plus. Alors, il peut y avoir une transmission materne-fœtale? Donc, c'est Charles Egloff, qui est interne, qui fait un Master 2 en ce moment, et peut-être d'ailleurs qui nous écoute, j'en sais rien, a fait cette magnifique petite diapositive qui montre les 3 mécanismes de transmission materne-fœtale. Le mécanisme A, c'est l'infection des cellules placentaires et libération du virion dans la circulation placentaire. Le B, c'est la transcytose du virus, l'opsonisation pour le passage. Et puis le C, c'est un petit peu le transport via une cellule sanguine infectée qui passerait à travers et qui ferait un peu comme un cheval de Troie. Donc je répète qu'il faut faire attention quand on fait des techniques. Un ARN viral ne peut pas forcément dire virus infectieux. Et j'ai supprimé une diapositive, mais je n'ai pas supprimé la bonne parce que je suis allé un petit peu trop vite. Et tout ça pour dire que finalement, dans les 3 hypothèses, finalement, il faut qu'il y ait une virémie. Cette virémie, elle est très rare. Il n'y a pas eu d'études qui ont retrouvé, publiées à ce jour, où il y a eu montré avec évidence du virus plein de placenta. Je crois qu'il y a des publications qui sont en cours, mais ce n'est pas encore publié, ce n'est pas encore accessible. Mais en tout cas, sur les premières données, il n'y en a pas. Il n'y a pas, dans les données qui sont publiées aujourd'hui, de virus trouvé dans le liquide amniotique, mais on sait qu'il y a 1 ou 2 cas pour lesquels qui sont non encore publiés, qui traînent un petit peu, qui sont encore en publication, qui montreraient qu'il y a eu des authentiques infections fœtales. Donc, la virémie, elle est présente, mais la charge virale est très faible. Et l'aptitude à traverser rend l'infection incertaine. Il n'y a pas d'argument pour un tropisme placentaire du virus qui aimerait particulièrement, parce qu'en fait, il y a un récepteur qui utilise le virus, c'est le récepteur ACE2, il est peu présent dans le placenta, surtout au début, un petit peu plus à la fin. Donc, la transmission materno-fœtale, elle est
possible, elle est probablement tout à fait exceptionnelle. Et à ce jour, les cas se comptent peut-être sur les doigts d'une main. Alors évidemment, comme il y a des centaines de milliers de cas, il y aura probablement plus de cas à l'avenir. Il faut surveiller ça de près. C'est l'objet de recherche que l'on fait avec Christelle Bouloufellous. Et puis, à ce jour, en tout cas, il n'a pas été décrit, on n'a pas d'argument, on n'a pas de signal pour dire qu'il existe des phétopathies infectieuses, mais il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. On va continuer à surveiller dans les mois à venir. Et comme a dit Philippe Deruel tout à l'heure, l'ensemble des réponses, on les aura dans quelques mois, peut-être quand l'épidémie sera terminée. Tout ça, donc, c'est un tableau de Charles Egloff qui remonte que sur tous les cas qui avaient été suspects de transmission maternelle-fœtale, il y avait 0 liquide amniotique sur 37, 0 placenta sur 4, 0 sang néonatal sur 48 qui en avait. Et puis, sur la présence d'IgM sur le sang du cordon, il y a eu plusieurs cas. Et en fait, Christelle est une spécialiste de ça, mais ce que je peux vous dire, ce que j'ai retenu comme gynécologue obstétricien, c'est que les IgM au sang du cordon, c'est très mauvais dans un sens comme dans l'autre, donc on ne peut pas l'interpréter facilement comme chez un adulte. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc la plupart des cas qui ont été décrits de nouveau-nés infectés, c'est plutôt des infections perpartum ou des infections postnatales immédiates du postpartum, peut-être par le vagin, peut-être par les selles, peut-être par la mère qui a toussé en poussant et mis des gouttelettes dans l'air. C'est tout à fait envisageable. En tout cas, il faut être vigilant par rapport à ça. Et puis, il faut faire attention parce qu'on a des infections que depuis 2 mois en France. Et finalement, le temps que toutes ces patientes accouchent, ce sera dans 4 à 6 mois. Donc, on aura beaucoup de résultats par rapport à ça. Pour les thérapeutiques, je vais aller vite parce que je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Il n'y a aucun traitement spécifique avec un haut niveau de preuve. Toutes les études qui ont été faites, notamment sur la chloroquine, sont extrêmement biaisées, donc on ne peut rien en conclure, même si certains le donnent de façon compassionnelle plutôt que de ne rien faire. Et ça, c'est un grand débat. Par contre, on est tous d'accord sur le fait que la thérapeutique qui est fondamentale chez une patiente qui est infectée par le SARS-CoV-2, c'est les anticoagulants. C'est thrombogène. Il y a eu de nombreux cas de décès liés non pas à l'infection elle-même, mais à des thromboses, à des embolies pulmonaires massives, dont l'anticoagulation est vraiment extrêmement importante à mettre en place. C'est très thrombogène, il faut être extrêmement vigilant. Si on a une thérapeutique à retenir, c'est vraiment l'anticoagulation. Alors, nous, obstétriciens, on se pose la question, il y a eu des cas où on a dit les corticoïdes, les anti-inflammatoires, c'est très mauvais, ça fait flamber l'infection. Alors, qu'en est-il? Alors, pour les internes, voici une diapositive sur la corticothérapie de maturation pulmonaire fœtale qui est assez rigolo. C'est Jennifer McIntosh, donc aux États-Unis, qui a publié ça dans l'American Journal of Perinatology et qui a dit il ne faut pas faire de corticoïdes. Alors, l'argument, c'est de dire qu'il y a des cas où les corticoïdes à forte dose ont été associés à des flambées. Ça peut augmenter la morbidité et la mortalité, donc il ne faut pas le donner, c'est hyper dangereux. En fait, ça n'a pas été prouvé chez la femme enceinte. C'est peut-être un problème de posologie. Peut-être que nos 2 fois 12 mg ne correspondent pas à certains patients âgés qui ont des corticothérapies à forte dose. Peut-être que c'est une question de moment de prescription. Est-ce que c'est la même chose si on donne juste avant l'infection, au moment de la cascade au moment de la tempête immunitaire qu'il y a, etc., etc. Il faut savoir qu'il y a même des centres hospitaliers où les cas graves sont traités par corticoïdes justement pour freiner la réponse immunitaire. Donc, ce qui est écrit là est un petit peu rapide, je trouve. Et puis, du coup, comme il a été démontré que la tocolyse prolonge la grossesse de 48 heures, c'est-à-dire le temps de donner des corticoïdes, cette américaine dit, comme les corticoïdes ne sont pas efficaces, ça ne sert plus à rien de donner une tocolyse. Donc, une femme qui aurait une infection à SARS-CoV-2, non seulement on ne lui fait pas de corticoïdes, mais on ne lui fait pas de tocolyse non plus. Vous voyez que c'est quelque chose qui ne correspond pas totalement à nos pratiques. Et je pense qu'en France, on continuerait à tocolyser s'il y avait des contractions. Et évidemment, on discuterait les corticoïdes au cas par cas, comme on devrait le faire à chaque fois. Si on sait que trop de corticoïdes, ce n'est pas bon pour le développement cérébral et l'axe hypothalamo-hypophysaire fœtal. Donc, il faut y aller avec des bonnes indications, des bonnes quantités au bon moment, mais ce n'est pas une contre-indication. Il y a aussi un débat par rapport à l'aspirine, puisque l'aspirine fait partie des anti-inflammatoires. Et en fait, il ne faut pas confondre l'aspirine à petite dose, telle qu'on le donne à la dose anti-agrégant plaquettaire, et l'aspirine à dose anti-inflammatoire qui a plus de 500 mg. On parle de 100, 150, 160 mg maximum. Et donc, les Suisses, avec David Beau, ont dit que finalement,
l'aspirine, ça inhibe la cyclooxygénale pendant une durée de 7 jours. Et on sait que les patientes, elles peuvent s'aggraver au bout de 7 jours. Et quand elles s'aggravent, elles peuvent avoir des formes graves avec des troubles hémato, avec des thrombopénies. Donc, si on rajoute la thrombopénie à l'effet anti-agrégant complet d'air de l'aspirine, on risque d'aller à la catastrophe. C'est pour ça que David Beau et son équipe disent il ne faut pas donner d'aspirine, il faut arrêter les aspirines de façon immédiate chez tous les patients qui ont une infection à Covid et ne reprendre que s'il y a une indication absolue dont la liste est écrite en dessous. Et vous voyez que l'autre équipe, celle de Vielgos, a dit il ne faut pas arrêter l'aspirine. Parce que finalement, on sait que l'efficacité de l'aspirine est prouvée dans les grandes études. C'est vraiment un des rares thérapeutiques en obstétrique qui a une efficacité qui est prouvée. Cet effet délétère des anti-inflammatoires est controversé. Il faut savoir que l'ibuprofène continue à être autorisé par l'OMS, notamment en postpartum. Et dans d'autres cas, chez non enceintes, évidemment, les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène pendant la grossesse, vous évitez pour d'autres raisons. Et il n'y a aucune donnée qui montre l'aspect tératogène de l'aspirine à petite dose. Donc oui, c'est assez débattu. Peut-être qu'on aura la réponse plus tard. J'ai l'impression qu'en France, on n'est pas dans une interdiction de l'aspirine et qu'il faut, comme toujours, poser bien les indications dans un sens ou dans l'autre. Tout ça pour vous dire que finalement, le SARS-CoV-2, c'est un vrai défi chez la femme enceinte et en population générale, pour l'organisation, pour la prise en charge, sans parler des données économiques. Les données sont extrêmement évolutives, faire extrêmement attention dans les affirmations parce qu'il y a des choses que l'on va découvrir dans les semaines à venir. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, donc il faut arriver à se tenir à jour. Et la littérature, comme il sort 10 papiers par jour, c'est très très compliqué de s'y retrouver. Je vous laisse une série de liens utiles que vous pouvez consulter pour suivre un petit peu cette actualité, y compris, je continue à faire de la pub, le site de infection-grossesse.com qui est le site de notre association qu'on a créé avec Christelle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Picon. Je crois que la GOF, vous avez eu d'autres questions d'interne concernant la… Oui. Ah, super. S'il vous plaît, merci Monsieur Picon, parce que vous avez déjà répondu à celle qui nous embêtait le plus, bien sûr, sur la transmission verticale, l'ibuprofène en postpartum et la corticothérapie pendant la grossesse. C'était vraiment ce sur quoi on voulait des réponses, donc merci beaucoup. Mais il en restait… Sur l'ibuprofène, par exemple, je crois que Philippe Deruel à Strasbourg, lui, il n'en donne plus. Il n'en donne pas, par contre. D'accord. Donc, nous, on continue à en donner, mais c'est vrai que d'un centre à l'autre, il peut y avoir des divergences et des différences. Ce n'est pas un consensus absolu. Hein. D'accord, bien sûr. Tu veux donner ton avis? Oui, c'est vrai qu'on avait limité la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le centre et on ne l'a gardé que pour les IVG qui étaient douloureuses. Donc, mais du coup, Monsieur Picon, vous avez parlé de l'étude de Monsieur Kayam après 14 semaines d'aménorrhée. Nous, mais comme vous dites, il y a beaucoup d'études, on a peut-être loupé des choses, mais on ne sait pas si pour la tératogénicité, du coup, avant 14 semaines, finalement, il y a de nouvelles données ou si c'est toujours par extrapolation sur les autres coronavirus, sur les autres SARS-CoV. Non, il n'y a pas de tératogénicité, pas de tératogénicité connue. Et pour le SARS-1 et le MERS, il n'y a jamais eu de malformation qui a été décrite avec. Hein. Donc, il n'y a pas de tératogénicité connue pour les précédents. Pour celui-là, pas encore, et j'espère qu'il n'y en aura pas. Après, on sait que tout syndrome infectieux au premier trimestre peut entraîner une fausse couche. Donc, on va avoir des patients qui vont faire des fausses couches dans ce contexte-là. Plus l'infection est grave, plus il y a ce risque-là. Après, les fausses couches, c'est un événement fréquent. Donc, le lien entre le syndrome infectieux, le SARS et la fausse couche va être un petit peu difficile à établir. D'accord, merci beaucoup. Tu as parlé de Beau tout à l'heure en Suisse qui a publié, je ne sais pas si tu as vu ce week-end, un article dans le JAMA, un cas clinique de fausse couche tardive avec une espèce d'inflammation du placenta. Et c'est un peu le hasard, mais on a eu exactement la même chose quelques jours plus tard avec une fausse couche tardive, un aspect inflammatoire du placenta. On est en attente. Alors, la patiente est Covid+, et c'était son mode de révélation, et on est en attente des colorations, enfin des anticorps sur le placenta pour savoir si on retrouve la même chose que les Suisses. Mais oui, clairement, c'est ce qui est très surprenant aussi avec ce virus, c'est la large expression phénotypique et clinique des situations qui peuvent aller de rien du tout à des fausses couches tardives de début du deuxième trimestre ou encore des formes graves ou pas pulmonaires. Enfin, c'est vraiment très étonnant.
Dans la fausse couche, c'est pas parce qu'on trouve du virus dans le placenta qu'il est passé à travers le placenta, hein. C'est important aussi pour les internes d'avoir ça à l'esprit. Il peut y avoir une infection générale. C'est dans les infections les plus graves qu'il peut y avoir une virémie. Et à ce moment-là, il peut y en avoir. Il y a 2 mois, on disait pas de virémie. Voilà, maintenant, on dit qu'il y a des virémies qui sont possibles. Après, c'est pas parce qu'on trouve au niveau de placenta qu'il a passé à travers. Et je rappelle qu'on peut avoir une grippe au 2e trimestre, une grippe grave, et faire une fausse couche à cause de ce syndrome infectieux, comme une pyélonéphrite grave. Donc, le syndrome infectieux en général est grave chez la femme enceinte et peut avoir des conséquences sur la grossesse. Est-ce que c'est encore plus grave avec le SARS? On verra plus tard et il faut être méfiant. Merci beaucoup pour vos réponses. Professeur Desruelles, vous vouliez prendre la parole sur l'organisation qui va être mise en place après le 11 mai dans les services de maternité. Et en gynéco-obstétrique d'une façon générale. Donc voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. On le voit. Voilà. Alors, est-ce que à partir du 11 mai, ça va être, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'appelait le jour d'après, où après de grandes difficultés et une véritable catastrophe naturelle qui s'abat sur le monde, et comme dans tout bon film américain, la démocratie l'emporte même sur la nature et ça se termine avec un joli coin de ciel bleu qui réapparaît. Est-ce que ce sera ça notre avenir ou est-ce que ce sera une situation vie diffusée non pas par des Chinois, mais là par un Américain? On m'entend pas? Vous m'entendez ou pas? On n'a pas tout entendu en plus, ça avait l'air bien. Ouais, bon, bah, on n'a pas tout entendu. Il y a un est-ce que petit. vous m'entendez là? C'est parce que quelqu'un m'envoie des messages et si on m'envoie des messages, ça coupe en fait. D'accord. Là, vous m'entendez bien? Et là, c'est bon. Ouais, voilà. Donc, je disais, est-ce que ça va être l'armée des 12 singes avec toute la population qui vit sous terre, avec ce virus qui a été, lui, non pas diffusé par un escroc chinois, mais bien par un Américain dans ce film dont j'imagine vous souvenez, en tout cas. D'autres situations, mais il y a ces fameux indicateurs. Il y a vraiment un problème. Alors, vous voyez bien qu'on a 2 types d'indicateurs. Il y a la tension hospitalière sur les cas. Il y a un grand nombre de nos patients qui vont être opérés n'auront pas besoin d'aller en réanimation. Heureusement, la plupart du temps, quand on fait une césarienne, heureusement, la femme ne va pas en réanimation. La plupart du temps, nos interventions de chirurgie gynéco ne vont pas en réanimation. Donc, est-ce que c'est vraiment indicateur pour reprendre une forme d'activité? Puis ensuite, il y a le deuxième indicateur qui est la circulation active du virus, avec une synthèse des deux qui, en tout cas, par exemple, pour la région qui nous concerne, est extrêmement inquiétante puisqu'on reste dans le rouge. Et on voit bien que le virus, en ce moment, circule relativement peu. Et donc, est-ce qu'on peut se baser sur ces éléments, sur cette carte prendre nos décisions? Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, par exemple, en Alsace, nous sommes totalement bloqués. Les ARS ne nous permettent pas de reprendre une activité chirurgicale, ce qui commence à créer, je vais y revenir, des tensions importantes chez nos chirurgiens et puis aussi à poser un certain nombre de questions sur la prise en charge pour la santé des. Professeur, Pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, pendant une semaine, on a dosé toutes les femmes. Ouais. des petits problèmes de son. Alors attendez, je reviens.
Est-ce que c'est mieux là? C'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, je disais, est-ce que le virus Beaucoup mieux, ouais. circule? Donc, pendant une semaine, on a testé toutes les femmes enceintes qui venaient accoucher aux maternités de Haute-Pierre et du CMCO, des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et en fait, on a démontré très clairement qu'il y avait très très peu de virus. Vous voyez qu'on a seulement 3 femmes enceintes qui ont été testées positives, qui étaient toutes asymptomatiques et qui ont, donc ça représentait 2,9% des femmes qui venaient accoucher. Donc le virus circule peu, mais continue de circuler. Alors, est-ce qu'on est capable de prédire, et je trouve cette session qui par la suite est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prédit. Alors très clairement, il va falloir qu'on ait vraiment de très très bons politiciens chez nous. Je vous rappelle que, alors c'est allé un peu vite, en fin janvier, Agnès Buzyn nous disait que le risque d'importation de cas depuis Wuhan était très modéré et que ce risque était pratiquement nul parce que la ville était isolée. Alors, elle se basait là-dessus, sur des modélisations qui se voulaient rassurantes, mais elle n'a pas eu complètement raison. Un peu plus tard, Olivier Véran nous a dit qu'il n'y avait pas de situation épidémique en France. Il n'y a ce soir plus aucun malade hospitalisé en France. Le dernier patient est guéri. Il n'est plus contagieux et a pu rentrer chez lui. 48 heures après, il y avait 2 clusters dans l'Oise et à Mulhouse et qui étaient extrêmement inquiétants. Alors, est-ce que les scientifiques font de meilleures précisions? Alors, j'ai choisi la star française, Didier Raoult, pardon, qui nous dit qu'il ne croit pas à une deuxième vague. Alors, il faut se souvenir d'accidents de trottinette à cause du 19 et que alors il a un peu ça faisait pas pour lui une alerte mondiale. C'est de retrouver ce devin d'Astérix et Obélix. Professeur Duriel, est-ce que vous pourriez éteindre votre vidéo? Parce que allez-y pour avoir plus de bandes passantes pour le son, pour que ça soit moins haché. On ne vous entend pas. Professeur Duriel, on ne vous entend toujours pas. Pourtant, je suis là. Ah, ça y est, vous êtes revenu. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, je suis sur mon Wi-Fi à la maison qui est plutôt puissant, mais je ne comprends pas. Ou est-ce que ça s'est arrêté pour vous? Vous étiez en train de parler des accidents de trottinette, des prévisions du professeur Raoult. Oui, je disais que le professeur Raoult nous a dit qu'il y aurait moins de morts que par accident de trottinette. Alors, c'est vrai que je ne connais pas bien les chiffres des accidents de trottinette, mais on peut se dire qu'après, il a également dit qu'il ne se sentait pas trop concerné par cette épidémie, ce qui était quand même, pour quelqu'un qui n'est pas très concerné, on l'a quand même beaucoup vu par la suite, en disant que 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, et puis qu'on allait s'occuper autre chose. Alors, ce qui était assez marrant, c'est qu'en retrouvant, en tapant devin Astérix, parce que je me souvenais qu'il y avait un épisode d'Astérix avec le devin, eh bien, on retrouve quand même quelqu'un qui est très proche du professeur Raoult. Alors, il y a quand même des gens qui font des prévisions et qui travaillent très sérieusement. Et en particulier, j'ai trouvé très intéressant ce graphe de l'équipe de Niall Ferguson de l'Imperial College de Londres, qui nous montre bien ce qui pourrait se passer, pas forcément dans le pire des scénarios, mais dans un scénario qui serait probablement le plus classique, avec une répétition de vagues qui pourrait aller jusqu'à la fin de 2021, début 2022, voire peut-être selon cette équipe. Donc, clairement,
il va falloir qu'on se prépare à vivre en présence de ce virus. Alors, est-ce qu'on a des certitudes? Alors, dans cette période qui est quand même très incertaine, et ça, Christelle et Olivier vous l'ont bien dit, il y en a quand même. Pour moi, la première certitude, c'est qu'aujourd'hui, après plus de 6 semaines de confinement, on ne va plus pouvoir retarder la prise en charge de la santé des femmes. Il y a certaines femmes qui ont de l'endométriose, on leur a déjà fait 2 injections, ça va être compliqué de faire une 3e, il y a des femmes qui saignent, il y a des femmes qui ont mal. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour s'occuper de ces femmes, pour les opérer, de la même manière qu'on a sanctuarisé la prise en charge des IVG, qu'on a sanctuarisé l'obstétrique. À un moment, il va falloir qu'on se prépare à vivre et à travailler avec le virus s'il persiste dans nos vies personnelles et professionnelles plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Je vais y revenir, il faut s'appuyer sur les préconisations nationales et le terme de préconisation est important. Ça ne peut pas être des recommandations puisqu'on ne connaît rien et qu'on essaye de s'adapter et qu'en plus de ça, on a des conditions d'environnement qui sont différentes d'une maternité à l'autre. Olivier a une maternité, moi j'en ai une, les organisations sont différentes et on ne peut pas faire la même chose chez Olivier et chez moi parce que ce n'est pas exactement les mêmes salles d'attente, ce n'est pas la même chose dans un cabinet de consultation que dans une salle d'attente de l'hôpital. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il va falloir beaucoup de solutions hydroalcooliques et pour tout le monde. Les solutions hydroalcooliques ne sont plus réservées qu'au milieu hospitalier. On sait aussi qu'il va falloir laver les surfaces. On l'a vu tout à l'heure, le virus peut rester présent sur un certain nombre de surfaces. Les masques, c'est quelque chose qui est très nouveau. Et puis, il y a la distance. Alors, en France, on dit 1 mètre. Ce qui est assez surprenant, c'est que dans les pays anglo-saxons, on dit 6 pieds. Et 6 pieds, c'est 1,83 m, ce n'est pas 1 mètre. Donc là aussi, de toute façon, j'ai regardé, nous on dit 1 mètre, c'est pas assez, mais de toute façon, les Américains et les Anglais disent 6 pieds, de toute façon, ça n'est pas assez. Et Christelle vous l'a bien dit tout à l'heure, le virus, c'est un peu plus compliqué que juste 1 mètre ou 15 minutes et les conditions sont un peu différentes. Alors les recommandations, je vais passer parce qu'on ne peut pas les reprendre en détail, elles sont très longues, mais je vous invite à aller voir les recommandations pour la pratique professionnelle, enfin, qui sont là plutôt des préconisations de l'ASFAR, qui sont tout à fait disponibles en ligne. Et vous avez également le collège. Olivier et moi-même avons beaucoup participé à faire des propositions qui se trouvent tout à fait gratuitement disponibles sur le site du collège et qui sont extrêmement aidantes pour vous aider dans l'organisation des soins et dans votre organisation de service. Alors, les masques, c'est compliqué. J'ai repris cette infographie du Parisien. Vous voyez quand même, alors que les masques, on me disait que ça ne servait à rien, il y a quand même un effet protecteur. Mais la question des masques, c'est est-ce qu'on est dans une action de santé publique ou est-ce que nous, là, on va rechercher une protection individuelle des soignants? Et clairement, on va être là dans l'objectif d'essayer de protéger les soignants. Il va falloir que les femmes qui nous consultent, leurs conjoints quand ils sont là, portent des masques et que nous, on continue de porter des masques. Après, la question, c'est quel masque? Aujourd'hui, il n'y a pas de masques chirurgicaux qui sont suffisamment disponibles pour les femmes. Et je vois bien, là, dans la maternité, on essaie de mettre quelque chose en place. Et finalement, on a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de masque et on a donné des stocks qui étaient disponibles et très vite, on les a épuisés. Alors, ce qui est important, c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, les solutions hydroalcooliques. Il faut qu'on apprenne aux gens qui viennent nous consulter à se frotter les mains avec des solutions hydroalcooliques. Et je voudrais rendre hommage à Didier Pittet et Eliane Griffith qui ont mis en œuvre ces solutions hydroalcooliques à la fin des années 70 et dire aussi que ce sont des gens qui n'ont pas breveté ces solutions hydroalcooliques. Aujourd'hui, ils seraient probablement milliardaires. Ils ne l'ont pas breveté, ils ont fait un autre choix et je voulais souligner aussi cette volonté justement de permettre à tout le monde et de ne pas se faire d'argent sur une invention qui aujourd'hui est quand même capitale. Alors, il faut apprendre à porter le masque. Je n'ai pas pu m'empêcher, après Didier Raoult, de vous citer notre ministre qui est la reine de la communication du gouvernement. Heureusement, on la voit beaucoup moins en ce moment, qui nous explique qu'elle est ministre, elle ne sait pas utiliser un masque. Et c'est vrai qu'il va falloir apprendre à porter le masque. Vous voyez, il y a cette Américaine qui, comme elle n'arrivait pas à respirer, a fait un trou en plein milieu de son masque pour lui permettre de mieux respirer. J'ai vu ça sur les infos ce matin. Puis ce matin, j'étais en échographie et j'avais plein de patientes alors qui mettent le masque, qui l'enlèvent, qui le mettent sous le menton, qui le mettent au-dessus. Enfin voilà, clairement, il va falloir qu'on fasse de l'éducation
Et c'est là où peut-être que les services sanitaires étaient chers à Macron et qu'on a dû, nous, annuler avec nos étudiants, va pouvoir s'engager, les étudiants vont pouvoir s'engager pour former les populations et effectuer leurs services sanitaires autour de la prévention et de l'hygiène et de l'apprentissage de l'utilisation du masque et de l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Alors, j'avais discuté avec Arnaud Flao qui montrait quand même une notion importante sur la réduction des interactions sociales qu'il va probablement falloir poursuivre avec l'impact des différentes situations. Alors, c'est un article qui n'est pas encore publié, qui est disponible, vous savez, sur ces sites où on est en preview. Et vous voyez finalement que le choix français qui est d'un lockdown, c'est-à-dire d'une volonté de confinement très strict, n'est pas forcément beaucoup plus efficace que des choses plus libres telles qu'elles ont été faites ailleurs, en Suède ou en Suisse. Donc ça, c'est aussi très important. Qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va avoir à nouveau un confinement très très fort? Ce n'est pas du tout certain que ce soit aussi efficace. Alors la reprise d'activité, là aussi, des grandes différences d'un pays à l'autre. Vous voyez, par exemple, j'ai reçu cette carte de Catherine Rongière à propos de la PMA et de la reprise d'activité un peu partout en Europe. Donc, vous voyez que même dans des pays qui ont été extrêmement impactés comme l'Italie, eh bien, il y a des reprises, des traitements de PMA qui sont repartis dans une majorité de pays. Alors que vous voyez qu'en France, nous, on est encore très en retard et l'Espagne, qui a aussi très marqué, a déjà repris une forme d'activité. Donc, on a la possibilité de reprendre de l'activité, évidemment sous réserve de s'organiser. Alors, pour s'organiser, est-ce qu'il faut dépister? Et donc là, j'ai repris l'avis de la Société de pathologie infectieuse de langue française. On sait qu'il y a des formes peu ou pas symptomatiques de Covid-19 qui sont associées à un risque de transmission du virus. Le meilleur test qu'on ait aujourd'hui, c'est le prélèvement nasopharyngé avec la PCR, mais qui a une sensibilité qui est très imparfaite, Christelle vous l'a bien dit. Et puis le scanner thoracique, il y a certains chirurgiens qui ont proposé un scanner thoracique avant toute intervention. On sait que c'est limité dans les premiers jours de symptômes et a fortiori chez les asymptomatiques. Donc la recommandation de la Société infectieuse de langue française, c'est que si on doit faire un dépistage, la PCR doit être proposée évidemment au plus près de l'intervention. Si on l'a fait trop tard, entre-temps, il peut se passer des choses. Que le scanner thoracique n'a pas d'indication, mais que même en cas de négativité de la PCR, il faut garder le respect des mesures barrières tout au long de l'intervention et au décours. Donc finalement, grosso modo, ça ne change pas grand-chose dans notre manière d'aborder les futures interventions, parce qu'on doit continuer de toute façon à bien protéger et à se dire qu'il y a des formes qui sont asymptomatiques, qui ne sont pas positives, mais qui en réalité sont des Covid, puisque dans 30 à 40% des cas, nous ne sommes pas capables de les dépister. Alors, ces formes asymptomatiques, ça c'est vraiment aujourd'hui un vrai problème. Et il y a cette publication dans le JAMA par une équipe de Boston, l'équipe de Baguette, qui montre, vous voyez, chez des sans domicile fixe à Boston, ils ont fait du dépistage. Et vous voyez, il y a 147 positifs pour le Covid versus 261. Et vous voyez ici, ce qui est très inquiétant, c'est le nombre de personnes qui avaient des symptômes qui est vraiment très, 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 très faible dans cette population. Et donc, on voit bien qu'il y a énormément plus de cas asymptomatiques qu'on ne le pensait encore. Et je pense que ça va être l'un des gros problèmes de cette manière d'envisager les choses. Et notre fameuse carte qui montre du vert et qui correspond aux consultations aux urgences, elle ne se colle pas à la réalité de ce qu'on rencontre aujourd'hui, puisqu'il y a probablement encore beaucoup de cas asymptomatiques et c'est très inquiétant. Une autre publication aussi qui doit aussi faire un petit peu peur, malheureusement, c'est que finalement, qu'est-ce qui va se passer quand on opère des patients Covid-19 et qu'on ne sait pas qu'ils sont Covid-19? Et vous voyez que ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a un risque très clairement de mauvaises évolutions de ces patients. Alors bien sûr, c'est une petite publication, il n'y a que 34 cas. Vous voyez différents types d'interventions, plutôt des interventions de niveau 2, de niveau 3. Donc, ça correspondait à des mastectomies, mais aussi à des césariennes pour du niveau 2. Et donc, très clairement, ça augmente le risque de se retrouver en réanimation avec un taux de mortalité qui était aux alentours de 20%. Alors, ce qu'il faudrait, c'est comparer à une population de patients de même type, parce que là, on n'a que 34 patients. Il faudrait comparer avec des patients pour qui ils ne sont pas du tout Covid-19 avec certitude. Mais vous voyez, il y a peut-être une inquiétude de se dire on va opérer des gens qui sont à risque d'être Covid-19 et on pourrait grever leur pronostic ultérieur. Donc, il faut vraiment qu'on soit très prudent dans notre manière d'aborder les choses dans les mois qui vont venir.
Alors, pour conclure, ce qui me semble important, j'ai repris les mots qu'a utilisé Emmanuel Macron ce matin, même si je suis un peu sévère en ce moment avec nos politiques, j'ai trouvé que les 3 mots étaient très importants dans les mois à venir et dans ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse preuve de résilience parce que rien ne sera comme avant. Et il va falloir qu'on fasse preuve d'innovation et de réinvention parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à fonctionner exactement comme on le faisait avant, tout en gardant des éléments qui sont capitaux dans notre fonctionnement en gynéco-obstétrique, qui sont la qualité, la sécurité, et en particulier la sécurité vis-à-vis du Covid-19 pour nous-mêmes, les soignants, mais aussi pour la population des gens qu'on va soigner, et puis toujours l'empathie. C'est-à-dire que dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter les accompagnants, quelle que soit la situation, mais ce n'est pas possible. On est obligé, dans certaines situations, qu'un accompagnant soit là parce que c'est trop important et on ne peut plus fonctionner comme on l'a fait au moment où on était dans la crise aiguë. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il va se passer quelque chose le 11 mai. C'est sûr que les choses ont à nouveau changé. Ça va nous laisser un petit peu de temps et probablement que début juin, on y verra un petit peu plus clair pour savoir la manière dont on va fonctionner sur les semaines après, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'elle va être forte? Est-ce qu'elle ne va pas être forte? Il va sûrement se passer quelque chose, ça c'est sûr. Mais moi, je vous donne rendez-vous début juin pour qu'on refasse un point sur comment il va falloir s'organiser au mois de juin, cet été et probablement à partir de septembre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Desruelles, pour cette présentation. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que, Océane, vous aviez reçu des questions des internes? Oui. Super. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur Desruelles. Vous avez répondu à beaucoup de choses et notamment, en tout cas, le pronostic chirurgical des patients Covid+. Je ne sais pas pour les autres internes, mais moi, personnellement, je n'avais pas cette notion et c'est vraiment très intéressant. Après, bon, comme vous l'avez dit, on comprend bien que la plupart des décisions vont dépendre des centres, que vous ne pouvez pas donner de réponse pour les autres centres, mais selon votre expérience, est-ce que vous pensez qu'il faut faire des PCR systématiques à tout le monde, à toutes les patientes en salle de naissance et et que les accompagnants peuvent continuer à être admis avec des mesures de protection adéquates? Alors, nous, on va refaire les PCR à titre systématique dans quelques semaines, je dirais dans 15 jours, 3 semaines après la levée du confinement, pour essayer de savoir ce qui se passe dans une population qui serait asymptomatique. Aujourd'hui, là, on a arrêté les PCR parce qu'on trouvait que ça ne nous apportait pas grand-chose. Finalement, on en avait relativement peu. Et ça mettait des équipes en tension, les équipes de virologie qui sont extrêmement en tension, qui ont déjà beaucoup de travail, de leur demander du travail supplémentaire, ça les mettait en difficulté. Donc clairement, aujourd'hui, je dirais non, mais on va le refaire dans 15 jours, 3 semaines pour pouvoir savoir où on en est et de voir s'il faut qu'on change notre manière de protéger les sages-femmes qui vont faire des accouchements. Voilà mon point de vue. Ce qui est extrêmement important dans la réponse qu'a apporté Philippe, c'est que Philippe, il sort d'une zone où ils ont été les premiers à être touchés de plein fouet dans l'Est, ensuite la région parisienne. Donc, on est encore en zone rouge, donc en zone en tension pour la réanimation, mais on voit que ça circule un petit peu moins. Je pense que ce n'est pas la même chose quand on est à Bayonne que quand on est à Strasbourg. Il faut finalement adapter sa conduite à tenir en fonction de l'épidémiologie locale et de l'épidémie locale. Il y a des endroits où ça ne circule pas du tout et à ce moment-là, effectivement, ça n'a aucun intérêt, sauf point de vue peut-être justement de surveillance épidémiologique, mais c'est peut-être pas sur la femme enceinte qu'il faut le faire. Donc, je pense qu'il faut aussi s'adapter en fonction des régions. Et ça me paraît fondamental. C'est quelque chose qui n'est pas très, très bien dit. Et c'est pour ça qu'au sein du collège, de gynécologie obstétrique, on a souhaité quand même laisser une part d'autonomie à chaque centre pour décider en fonction des considérations locales, l'organisation locale. Il y a des endroits où c'est possible d'avoir le mari qui reste la nuit pour dormir, il y a des endroits où c'est pas possible. Il y a des endroits où c'est possible d'avoir le mari en salle d'attente, il y a des endroits où c'est pas possible. Donc tout ça est vraiment important. Une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous à Louis Mourier, on n'a pas de mari lors des consultations, c'est que la salle d'attente, si on multiplie par 2 le nombre de personnes juste parce que les maris sont là, il n'y a aucune zone de distanciation sociale qui est possible. C'est con, mais c'est ça. Par contre, effectivement, quand on dit qu'on s'adapte, une patiente qui vient pour une organisation d'IMG, pour une annonce d'une malformation fétale, évidemment,
le mari a toute sa place. C'est vraiment important de garder le contexte local dans l'organisation des soins. Ouais, nous, c'est pareil, Olivier. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'accueillir les maris en consultation, mais celui qui est capable de le faire, évidemment, voilà, on a des gens qui font du libéral, ils ont une salle d'attente à eux, ils vont très vite, ils ont des patientes qui sont bien réparties dans le temps. Bon, bah, ils accueillent les conjoints parce que leur salle d'attente et leur manière de s'organiser le permet. Donc vraiment, je crois qu'il faut… Les consignes nationales aujourd'hui, c'est un peu désuet. Si on donne une ligne de conduite, c'est-à-dire que la ligne de conduite, c'est on ne peut plus rester dans le confinement complet, il faut se réadapter et puis rester avec un fonctionnement sur de la longueur. Merci beaucoup. Il nous reste encore quelques minutes. Je vois sur le chat qu'il y a quelques questions qui sont assez générales sur le virus. Donc, une question particulière sur la contagiosité. Comment expliquer la haute contagiosité théorique vs la faible proportion des personnes ayant été infectées en France? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Je pense que c'est le succès des mesures de précaution du distanciation sociale. Voilà, comme on l'a montré avec la courbe là, qu'on a fait à Louis Mourier en disant que 15 jours après le confinement, on avait quasiment plus de cas de femmes enceintes infectées ou ça devenait très rare. Je pense que ça a été clairement montré dans les clusters qu'il suffit qu'il y ait une personne qui soit dans la pièce pour que les gens soient assez malades. C'est démontré dans les bateaux avec les histoires à Mulhouse, là, avec la réunion religieuse, etc. Donc, on sait que dès qu'il y a un cluster, ça peut aller relativement vite. Et l'effet du confinement est vraiment de la distanciation sociale, de la mesure d'hygiène est vraiment extrêmement efficace. Merci beaucoup. Une autre question de Dr Bellic qui se demande si vous n'envisagez pas la fin de la pandémie. Est-ce que vous pensez que ça va changer notre façon d'exercer? Donc, un peu sur… Christelle va peut-être répondre sur… On peut pas dire comme ça que c'est la fin de la pandémie. Ça, c'est pas nous qui décidons. C'est l'OMS qui dit à quel stade on en est. C'est vraiment des médecins de santé publique qui décident ou pas de la fin de la pandémie. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, mais très clairement, c'est quand même un virus qui aime bien l'homme. Hein, le taux d'infectiosité est quand même significatif. Effectivement, alors je ne sais pas trop comment… je sais que l'évaluation de la proportion, parce qu'il y avait sur la question juste avant des 10%, bon, sans doute aussi avec des tests qui ne sont pas ultra performants. Moi, je ne suis pas archi convaincue qu'il n'y ait quand même pas un peu plus, mais encore une fois, de toute façon, c'est hyper hétérogène dans toute région. Mais tant que 80% de la population mondiale n'aura pas été immunisée d'une façon ou d'une autre, le virus continuera à circuler. Enfin, je veux dire, regardez la rougeole, on a beau avoir un vaccin, ça continue à circuler. Donc, je pense que ça, non, on n'envisage pas la fin de la pandémie. Quant à savoir si ça va changer notre façon d'exercer, moi, en tout cas, j'ai un avis de virologue, c'est que forcément oui, parce que, voilà, on savait que ça arriverait. Enfin, les virologues savaient que ça arriverait, ce genre de choses. C'est arrivé, ça arrivera à nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est dans 20 ans, dans 50 ans, dans 200 ans. Mais en tout cas, je pense que plus personne ne sera aussi frileux sur les masses, sur les mesures assez rapides de distanciation, d'hygiène, mais que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans la façon d'accueillir les patients. Et puis, la téléconsultation aussi, qui nous a apporté beaucoup. Et éviter de faire se déplacer des gens qui habitent à 200 ou 250 km pour pouvoir leur donner un avis qui est un avis oral sans examen clinique. On voit bien que ça marche très très bien et il n'y a pas besoin de toujours voir les gens physiquement, clairement. Et on remarque que les choses semblent aller vers la fin. Ça s'est calmé, mais aujourd'hui, vous avez bien vu ce qu'on a dit tous, qu'on est très prudent. On verra bien ce qui va se passer au mois de juin. Et puis ensuite, on en reparlera. Ça, clairement. Là, on est en attente de ce qui va se passer à partir du 11 mai. Okay. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Alors, la question, c'est: avez-vous modifié vos prises en charge des patientes enceintes atteintes de pathologies neuro, exemple sclérose en plaques, et qui sont sous traitement immunomodulateur ou immunosuppresseur? Les adressez-vous plutôt au neurologue ou travaillez-vous ensemble? Ouais, travailler ensemble, oui, c'est sûr, toujours sur ces maladies comme la sclérose en plaques, etc.
façon, il n'y a pas que les maladies neuro qui sont sous immunosuppresseurs. Hein. Il y a des patients avec des maladies auto-immunes graves qui ont des anti-TNF, des corticoïdes à forte dose, de l'Immurel, des patients greffés. Ceux-là, c'est sûr qu'ils sont à très haut risque. Et vraiment, il faut avoir une stratégie du cocooning, je dirais, tout autour pour éviter qu'ils soient exposés au virus. C'est fondamental. Et pour le coup, la consultation, la téléconsultation, la vidéoconsultation pour éviter qu'elle foute les pieds à l'hôpital quand c'est vraiment pas nécessaire, ça me paraît vraiment fondamental. Et les extraire de tout milieu professionnel. Et je pense qu'une patiente qui est par exemple sous immunosuppresseur et qui a un mari qui se balade partout, je pense qu'il faut discuter de l'organisation du travail du mari aussi. Et ça, je pense qu'avec Philippe de Ruel, les questions de ces arrêts de travail est en train d'être discutées. On aura peut-être des pistes dans la semaine à venir. Oui, clairement, on est en train de travailler ça et je suis d'accord avec toi. Après, il y a des éléments qui sont plutôt rassurants. On a vu que les femmes qui étaient greffées ou les traitements immunosuppresseurs, il y a quand même eu peu de données qui sont sorties qui montraient que c'était une situation extrêmement angoissante ou extrêmement qui augmentait le risque pour les gens. Et après, très clairement, alors nous à Strasbourg, il y a eu une enquête qui a été faite par le service de médecine du travail qui a montré que les gens qui se sont le plus contaminés, ça a été tout de même les commerçants et les professionnels de santé. Donc clairement, on voit bien que ce qui est le plus important, c'est pas tellement, c'est vraiment la prévention et il faut être encore plus vigilant probablement chez des patients qui sont atteints d'une maladie chronique. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. On arrive à la fin de notre webinaire. Donc, un grand merci pour votre participation à la fois aux intervenants et aussi à l'AGOF et tous les auditeurs qui ont posé des questions pour cet échange dynamique. On a hâte, comme vous disiez, on prend rendez-vous, monsieur professeur Deruel, en juin pour voir la suite. Voilà, donc aux auditeurs, on va vous envoyer un petit mail avec un questionnaire pour savoir si ça vous a plu et comment s'améliorer. Et on vous dit à très bientôt. Et merci beaucoup à tous.